On va parler de la problématique des gens du voyage. Vous le savez peut-être, Gabriel Attal était en déplacement à ce sujet hier en Vendée. L'ancien Premier ministre qui a fait un certain nombre de propositions pour tenter de résoudre ce problème. D'abord, il veut pouvoir tracer les déplacements, Gabriel Attal, avec un registre des grands déplacements à partir d'une vingtaine de caravanes. Il veut aussi des expulsions plus rapide pour ces occupants illégaux, des expulsions sous 48 heures, promet-il. Et il veut également durcir les sanctions allant jusqu'à la saisie des véhicules contrevenants. Pour en parler, nous sommes avec Florian Azéma. Vous êtes le maire de Castres. Vous-même, vous avez été confronté à cette situation sur votre commune. Je crois que vous avez tout de suite serré la vis. Rapportez-nous d'abord quelle a été la situation justement sur votre commune. Alors effectivement, merci d'abord pour votre invitation. Le 7 juin dernier, le dimanche 7 juin, eh bien, nous avons subi l'implantation d'une centaine de caravanes sur des terrains de rugby sur le site de la Borde-Basse, un complexe sportif de la ville de Castres. Et il a fallu batailler eh bien, pour procéder à l'évacuation de ces gens du voyage, de cette centaine de caravanes. Et dès cette installation, moi, je me suis rendu sur les lieux immédiatement et j'ai pris des mesures très fermes. D'abord, j'ai commencé par couper l'eau et l'électricité eh bien, de cette zone parce que j'estimais que ce n'était pas à mes administrés de payer pour des gens qui occupaient des terrains sans droit ni titre. Je crois également que vous avez eu des conséquences, évidemment, comme à chaque fois, malheureusement, avec, il me semble, un match de rugby qui était, je crois, organisé, qui a dû être décalé. On voit aussi toute la désorganisation ensuite que ça pose, parce que vous êtes dans une commune qui a une activité, évidemment, qui a des matchs, qui a des associations qui ont besoin de terrain, notamment. Et en fait, quand ces personnes s'installent illégalement, forcément, tout ce qui était prévu doit être reporté. Et vous, en tant que maire, vous devez faire ce que vous pouvez pour vous arranger. Absolument, les sportifs castrés ont été pris en otage puisque nous attendions un tournoi de rugby où étaient attendus 800 jeunes de plusieurs villes avoisinantes de Castres. Et eh bien, j'ai constaté effectivement que ces gens-là eh bien, ont volé ce moment à ces jeunes qui attendaient ce tournoi depuis plusieurs mois. Mais ce que je voudrais surtout souligner, c'est les coûts considérables de ces occupations illégales, puisque moi, ça a coûté à mes administrés, à ma collectivité, plus de 30 000 euros, puisque ces personnes se sont installées, ont dégradé, ont saccagé l'équipement public à coups de disqueuses, et ils ont détérioré les terrains. Et forcément, eh bien, la facture, elle est pour mes administrés, et ça coûte très cher eh bien, sur les finances de ma commune. Évidemment, et malheureusement, on se dit toujours, et Gabriel Attal d'ailleurs lui-même pour le coup le disait hier dans cette émission, que ça n'était pas aux habitants et aux honnêtes gens de payer. Je crois que justement, malheureusement, cette affaire vous a forcé aussi à prendre un certain nombre de dispositions pour anticiper qu'il n'y ait pas de nouvelles installations illégales sur des terrains de votre commune. Qu'est-ce que vous avez mis en place, monsieur le maire ? Alors effectivement, nous avons travaillé sur un plan d'investissement justement pour empêcher de futures occupations illégales sur ces terrains avec voilà, un certain nombre d'équipements. Voilà, le programme il a été lancé. Maintenant, voilà, ça prend du temps. Mais en tout cas, voilà, on va être contraint malheureusement d'investir pour éviter à nouveau de subir ces installations illégales. Mais je voudrais ajouter par rapport à ce qu'a annoncé Monsieur Attal, moi je suis quand même assez stupéfait et assez surpris d'entendre un ancien Premier ministre découvrir le réel une fois qu'il a franchi les grilles de la sortie de Matignon. C'est quand même extraordinaire pour quelqu'un qui déclarait à l'Assemblée nationale « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter ». Eh bien, force est de constater qu'il n'en est rien à ce jour et que c'est uniquement de la communication. Merci beaucoup en tout cas Florian Azéma, maire de Castres, d'avoir été avec nous et pour toutes ces précisions. Najwa El Haïty, c'est vrai qu'on voit la Semer, on voit des agriculteurs, parfois des gestionnaires de camping. Quand ils découvrent l'installation de personnes de manière totalement illégale, c'est véritablement un parcours du combattant pour trouver les solutions, pour les faire partir. D'ailleurs, souvent, en fait, ils partent d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont plus à rester sur ce terrain. Oui, et je l'ai vu d'ailleurs quand j'étais directrice de cabinet adjointe à la mairie d'Évry-Courcouronnes. On avait ce type de problématique d'occupation illicite, donc sans droit ni titre des gens du voyage. Et c'était très, très compliqué de pouvoir les faire déplacer. Donc il fallait travailler main dans la main avec le préfet. Alors, Gabriel Attal met en lumière de nouveau une problématique qui n'existe pas depuis aujourd'hui. Non. Donc c'est une manière pour lui aussi de montrer son soutien vis-à-vis des élus locaux. Et puis, faut bien le dire, il part pas d'une feuille blanche parce que le droit prévoit déjà... Il y a déjà des lois. Des sanctions.
Et puis, le fait d'évacuer ces terrains qui sont occupés de manière illicite. Donc, ça existe déjà. Alors, ces soutiens vous diront qu'ils prévoient d'autres outils, notamment pour accélérer les procédures, pour renforcer la sanction, pour créer un délit de maintien illicite. Mais j'ai envie de vous dire, ce délit de maintien illicite, il est inutile. Comme je le dis assez souvent, trop de lois tue la loi. Déjà, faisons appliquer nos lois. Là-dessus, Arnaud Klarsfeld, sur les propositions, par exemple, quand on dit expulser en 48 heures, mais il faudra forcément que ces personnes puissent faire un recours. Enfin, j'ai expulsé en 48 heures 100-200 caravanes. Est-ce qu'on ne voit pas bien la faisabilité de manière pratique et concrète, ni en matière de droit d'ailleurs? Ça me semble difficile. Najwa a bien expliqué les aspects juridiques. Encore une fois, c'est un de ces sujets qui semble aussi insoluble. C'est un compromis perpétuel entre la volonté de ces personnes de continuer à voyager, parce que s'ils se sédentarisent, ils ne sont plus des gens du voyage, et la volonté de certaines communes de ne pas souffrir certaines nuisances de certaines personnes du voyage sur leur territoire. Donc les solutions, je ne vois pas ce que les propositions de M. Attal apportent réellement. Il a parlé d'une sorte de carnet non Oui, d'un registre national des grands déplacements. Mais je crois que le Conseil constitutionnel avait supprimé en 2012, il faut vérifier, il y avait jusqu'en 2012, il y avait un carnet de voyage les personnes devaient avoir. Alors je ne sais pas si le Conseil constitutionnel jugera que ça se rapproche du carnet de voyage. En tous les cas, il faut une certaine dose de fantaisie en France, c'est-à-dire que les gens continuent... Des actes concrets, c'est peut-être mieux. Que ce qui a existé continue à exister, mais il faut aussi que l'ordre public soit respecté. Voilà, je suis prudent. Hein. Vous avez raison, il vaut mieux toujours être plus prudent que l'inverse. On va dire aussi un mot maintenant de votre pouvoir d'achat, puisque nous sommes en pleine vacances et ça ne nous aura pas échappé. Les tarifs à la pompe sont élevés et les ménages continuent de subir depuis maintenant même plus de 5 mois. Nous sommes avec Fabien Bouglet pour l'évoquer. Vous êtes expert en politique énergétique. Bonsoir et merci d'être avec nous sur CNews et sur Europe 1. Alors évidemment, je parle de cette période de vacances parce que les trajets sont un peu plus longs, mais en réalité, cela fait des mois que les Français subissent des trajets qui coûtent de plus en plus cher et des trajets qui parfois ne peuvent pas être supprimés. On ne peut pas simplement s'adapter. Tout à fait, et c'est d'autant plus dommageable que j'ai fait un schéma sur Twitter que j'ai déposé, et en faisant la comparaison du cours du Brent avec le prix à la pompe des Français. Et 2 mois après la guerre en Iran, vers le 28 février, il y avait une courbe tout à fait corrélative entre le cours du Brent et le prix à la pompe. Et malheureusement, actuellement, on connaît une baisse du cours du Brent qui était passé de 110 à 85 dollars le baril. Et aujourd'hui, on se retrouve à des prix à la pompe équivalents à ceux que l'on connaissait au moment le pire de la guerre en Iran. Cela signifie que malgré la baisse du cours du Brent, les Français continuent à payer une facture d'essence aussi chère qu'au pire de la guerre en Iran. Et ça, c'est pour moi proprement inacceptable parce que cela montre que des personnes, en particulier des pétroliers, font des marges absolument importantes actuellement. Ce que les Français ont aussi très bien compris tout de suite, c'est que quand il s'est agi d'augmenter les prix à la pompe en raison, vous le rappeliez, de la situation internationale, les prix ont grimpé très vite. Mais ce qu'on nous expliquait déjà, c'est que si la situation internationale se débloquait, cela baisserait beaucoup moins vite. On voit la logique dont vous êtes en train de parler, de ce qu'on appelle parfois les profiteurs de crise. Si les prix augmentent directement en cas de crise, on a du mal à comprendre pourquoi, quand ça va un peu mieux, on n'est pas exactement la même incidence dans le sens inverse, évidemment. Tout à fait, et d'autant qu'il y avait un représentant de la filière pétrolière qui était, j'ai été invité sur votre antenne et sur CNews à ce moment-là, nous expliquait qu'en 2-3 jours, les pompes, en particulier les pompes à essence parisiennes, étaient réassorties en intégrant le nouveau tarif. Donc le fait qu'aujourd'hui, on ait des tarifs à 2,25 €, 2,23 € le diesel et 2 € le super, me semble tout à fait inacceptable parce que, comme je le dis, on a eu une baisse du cours du Brent qui a vraiment baissé par rapport au cours qui était le maximum à 110 $ le baril au moment vers le 28 février et un petit peu les jours suivants.
Et aujourd'hui, on est à 85 dollars le baril. Donc, il n'y a pas de raison que les prix à la pompe à essence des Français soient aussi élevés, si ce n'est aujourd'hui pour l'État, pour profiter des taxes qu'il prélève sur les factures d'essence, et les pétroliers et les distributeurs qui actuellement profitent vraiment de ce qu'il y a, des voyages des Français en vacances. Donc, c'est assez triste, je trouve, par rapport à la situation. Merci beaucoup en tout cas Fabien Bouglet d'avoir été avec nous et pour toutes ces précisions. Et pour terminer cette émission, on va évoquer un projet qui fait polémique en 10 secondes, Arnaud. Il suffit de répéter ce qu'a dit Trump. Trump a dit c'est pas possible, monsieur le pétrolier, vous faites des bénéfices inconséquents. Vos bénéfices ont été multipliés par 10. Donc si Trump, qui doit avoir beaucoup d'amis pétroliers, dit que vos bénéfices ont été multipliés par 10 et vous devez rendre de l'argent au peuple, c'est que réellement les bénéfices sont considérables. C'est qu'il y a évidemment un sujet. Et on va parler maintenant de cette polémique. C'est l'Assemblée nationale qui devrait faire des travaux moyennant 50 millions d'euros. Le petit bâtiment pavillon qui est à l'entrée de l'Assemblée nationale va être détruit et remplacé par un bâtiment ultra moderne. Ce bâtiment avait été construit en 1888. Certains sont vent debout. C'est le cas notamment de Rachida Dati et aussi d'une association, de l'association des sites et monuments. Et nous sommes avec le président Julien Lacaze. Bonsoir et merci d'être avec nous. Effectivement, l'Assemblée nationale qui est sur ces quais de Seine absolument magnifiques. Et on a forcément un peu du mal à comprendre, dans un moment où les caisses de l'État sont visiblement vides, pourquoi on a besoin de remplacer un bâtiment, je le rappelle, édifié en 1888 par un bâtiment ultra moderne qui ne se font pas franchement dans le décor. Oui, alors c'est effectivement d'autant plus surprenant qu'il existe un autre projet, il y a eu un concours, un projet d'une agence japonaise fameuse, qui est l'agence Sanna, qui a reçu le prix Pritzker d'architecture, qui est l'équivalent du prix Nobel, qui proposait de conserver la quasi-totalité en fait de ce pavillon, le flanquant d'une avancée contemporaine tout à fait minimaliste et réussie. Et malheureusement, c'est le projet le plus, je dirais, disruptif, celui qui se remarque, celui qui est le moins bien intégré dans ce site qui, quand même, appartient au patrimoine mondial, hein, avec les rives de la Seine, qui a été retenu. Ce qui est aussi intéressant et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai soutien à votre problématique, puisque vous avez lancé une pétition. Elle est déjà signée par plus de 60 000 personnes. Rachida Dati s'est exprimée dans la journée à ce sujet. Ségolène Royal, Joe Star aussi. On est quand même sur des personnalités très différentes, mais des personnalités qui visiblement tiennent à leur patrimoine un peu plus que la présidente de l'Assemblée nationale. Oui, alors effectivement, c'est un sujet qui est transpartisan. On peut avoir aussi l'ancienne adjointe au patrimoine socialiste Karen Tayeb qui nous a soutenus, qui a signé notre pétition. On voit que les amoureux de Paris, parfois venant d'horizons un peu inattendus, Joe Star, le rap conscient, voilà, sont aussi soucieux de cet aspect et de cette ville qui appartient finalement à tout le monde. Et il est vraiment, vraiment triste que l'Assemblée nationale donne le mauvais exemple et le fasse en ayant besoin de modifier la loi commune, puisqu'il y a un document d'urbanisme qui s'applique à tous les habitants du 7e arrondissement, qui est le site patrimonial remarquable. Et bien là, il faut savoir qu'un permis a d'abord été déposé. Nous, on a tout de suite souligné qu'il était incompatible avec le document d'urbanisme applicable au 7e arrondissement. Et bien, qu'à cela ne tienne, l'Assemblée nationale a retiré son permis. Donc, on pensait que le projet était abandonné. En réalité, non. C'était pour modifier la norme applicable à tous que le permis a été retiré pour redéposer ensuite le même permis qui, cette fois, par la magie de la modification de la norme, sera devenu conforme au document d'urbanisme. Donc, c'est aussi une mauvaise manière, vraiment le mauvais exemple que donne l'Assemblée nationale. C'est d'autant plus surprenant de se soustraire comme ça à la loi commune, elle qui justement produit ces règles applicables à tous. Et c'est le deuxième aspect particulièrement choquant de ce dossier.